J'avais envie, en fait on s'est fait un truc avec Vanda, ça a commencé à Noël dernier. On avait fait un calendrier de l'Avent où tous les soirs on tirait un film de Noël et du coup on a regardé 24 films de Noël sur notre mois de décembre, c'était très sympa. Puis on s'est dit que c'était une bonne idée de continuer et en fait on s'est fait toute une liste du coup de 140 films, un truc comme ça, à voir sur 2021. J'ai tout mis dans un Excel, du coup on n'a plus qu'à taper sur un bouton et ça nous sort un film chaque soir quand on veut. Et puis en dehors de ces 140 films, j'en ai vu certains autres. Et en fait j'avais envie un petit peu d'en discuter avec vous parce que dans l'ancien monde, et j'aimais vraiment bien parler de films avec les gens. Et maintenant je vois plus des gens qui veulent bien parler de films avec moi, donc du coup je parle de films avec moi-même. C'est pas très intéressant. Donc je m'étais dit, tiens, voilà, il y a 9 connards qui sont prêts à me regarder parler de films. Allez, pourquoi pas. Donc ici, j'ai pris quelques films que j'ai vus dernièrement, dont j'avais envie de parler. C'est pas tous ceux que j'ai vus, il y en a 2-3 où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter. Et donc du coup, je les ai pas pris. Voilà. Mais, mais du coup, il y a quand même 22 films, et il est 42. Et on joue à 20h. Bon, alors, ouais, parce que je sais plus ce que j'ai mis dedans. Donc à chaque fois que je vais tomber sur un film, je vais faire ah. Alors, Across the Universe, qui est une comédie musicale. Et alors, je vais déjà devoir chercher mes copions parce que j'ai oublié le nom de cette pauvre femme. Et que j'aime beaucoup en plus. Que j'aime vraiment beaucoup. Julie Taymor, voilà. Julie Taymor comme Mange Taymor. Ah, et l'humour est présent. Donc, Across the Universe, c'est une comédie musicale réalisée par Julie Taymor. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Julie Taymor, elle a réalisé un autre film que pas mal de gens connaissent qui est Frida. Et elle a surtout mis en scène plein de pièces de théâtre, plein d'opéras, mais en particulier, beaucoup la mise au point, mais en particulier Le Roi Lion. Elle a la comédie musicale Le Roi Lion à Broadway. Et donc, ça fait des années que Vanda, c'est un des films d'adolescence de Vanda, et très clairement, c'est un film d'ado. Et ça fait des années que Vanda, fan des Beatles, parce que c'est une comédie musicale qui reprend les chansons des Beatles, elle dit ouais, il faut que tu le regardes, et je sais pas pourquoi, parce que Vanda est quand même souvent de très bons conseils, mais je ne l'ai pas regardé. Et là, on l'avait mis dans la liste pour se dire, allez, cette fois-ci je le regarde. Et il est tombé assez rapidement, donc je l'ai regardé. Et c'est très bien, c'est très bien. Alors, il m'a fallu 20 minutes pour rentrer dedans, où je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Alors, c'est chanté, il y a quand même pas mal d'autotune. Les acteurs sont sympathiques, mais il n'y a pas non plus de quoi grimper au rideau. Et puis, ouais, même au départ, tu te dis c'est bizarre quand même. Tu as l'impression qu'il y a des moments qui ont été accélérés en 1.5. C'est un petit peu énervé comme ça tout le temps. Moi, ça m'a mis un peu pas mal à l'aise, mais ça m'a un petit peu fait me sentir bizarre les 20 premières minutes. Et puis en fait, il y a quand même des images qui sont super fortes, il y a quand même une couleur qui est juste incroyable, il y a un travail sur l'image, sur le son, sur le montage, il y a quelque chose qui est au-delà des chansons des Beatles, qui sont reprises, voilà, il y a à boire et à manger dans les reprises qui sont là. Il y a vraiment un travail d'image et de mise en scène qui est juste époustouflant. Donc oui, j'ai pas raconté l'histoire, mais en gros c'est une comédie musicale sur base de mouvements hippies et de guerre du Vietnam. Je vais pas rentrer, ça suit plusieurs personnages. Il y a des références aux Beatles constamment, certaines sont un petit peu plus faciles et gratuites que d'autres, mais franchement ça reste vraiment en termes de film, ça reste assez fort. Across the Universe, donc que je vous conseille, si vous l'avez pas vu, que je vous conseille vraiment. Ah, au poste. Alors,
il y a des moments où je vais un petit peu avouer mon inculture aussi. Hein. Et donc, Au Poste, c'est le premier film de Quentin Dupieux que j'ai vu. Voilà. Alors, en sachant que sur cette fameuse liste de 140 films, il y a toute la filmographie de Dupieux, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très très envie de rattraper. Et donc, le hasard a fait que je suis tombé sur Au Poste en premier. Il y a un film en apparence très très simple, hein, parce que tout se passe dans un commissariat. Il y a deux personnages avec quelques autres intervenants, dont deux autres personnages qui sont assez présents aussi. On va dire que ça tourne autour de 4-5 personnages. C'est un casting qui est très très réduit. Et si vous connaissez pas Dupieux, en fait c'est assez dingue. En fait j'ai beaucoup de mal à expliquer ce film parce que ça part d'un postulat simple, qui est juste une enquête policière et un truc qui est très simple. Et d'un interrogatoire, voilà. Et en fait ça va partir très rapidement en couille. Ça va aller toujours dans des trucs totalement absurdes. C'est quelque chose qui est pas vraiment de l'humour, non. Enfin, ça reste une comédie, mais c'est absurde, et donc c'est quelque chose qui est par certains moments un petit peu dérangeant. C'est pas un truc à mourir de rire, mais c'est très très chouette. C'est très très chouette. Je ne vous le vends absolument pas bien, mais c'est très très chouette. Hop, et puis qu'est-ce qu'on a ? On a Baby Driver. Alors Baby Driver, je ne l'ai pas découvert. Hein. Il y a des films là-dedans que j'ai déjà vu et revu. Baby Driver, je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma. C'était à l'époque où je vivais à Paris. Et je l'ai vu quand même quelques fois au cinéma, Baby Driver. Alors Baby Driver, c'est le dernier film en date d'Edgar Wright. Et si vous ne connaissez pas Edgar Wright, allez-y, c'est la trilogie du Cornetto avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Bar avant la fin du monde. C'est Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est aussi formidable. Ça a failli être Ant-Man et puis il a claqué la porte parce qu'il s'est disputé avec Marvel. Enfin voilà. Edgar Wright, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Et Baby Driver peut-être un petit peu plus divisé que d'autres parce que Edgar Wright, il est aimé, mais il est pas aimé par tout le monde pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment vraiment beaucoup l'aspect comédie qu'il a pu amener sur justement Shaun of the Dead ou sur Hot Fuzz. Et puis il y en a qui l'aiment vraiment pour ses talents de réalisateur. Et là, les gens qui aiment le Edgar Wright des comédies, je crois qu'ils ont été très déçus par Baby Driver parce que c'est vraiment pas le style. Après, c'est juste incroyable. En termes de montage, en termes de mixage sonore. En fait, ce film est une comédie musicale sous ses aspects de film de gangster, de film d'action, au montage totalement énervé. C'est une comédie musicale parce qu'il a une bande-son qui est juste incroyable et qu'il utilise de façon assez formidable pour des choses au niveau du montage. Le montage colle à la musique tout le temps en termes de réalisation. Enfin, il y a cette scène d'ouverture où... Enfin, c'est pas la scène d'ouverture, c'est la deuxième scène en réalité. La scène de générique. Il y a une scène d'ouverture et puis il y a la scène de générique. Il y a la scène de générique où t'as le personnage principal qui se balade dans la rue et t'as une musique derrière. Et à certains moments, quand la musique dit des choses, et ben... les paroles sont taguées au mur ou sont écrites au sol et en fait c'est chronométré à mort, c'est juste formidable. Baby Driver, c'est formidable. Bombshell, je l'ai vu hier. Bombshell, je l'ai vu hier, qui a eu un petit succès aux Oscars l'année passée. Donc c'est avec Charlize Theron, avec Margot Robbie, avec oh non, pas maintenant la mémoire, pas maintenant là, mais aidez-moi dans le chat, hein, je deviens fou. Nicole Kidman avec. Merci. Et Nicole Kidman, oui. Donc avec Charlize Theron, maquillée, qui est limite méconnaissable, mais qui ressemble super fort à la présentatrice qui l'interprète. Et puis, oui, Margot Robbie est un personnage, elle, qui est imaginée, donc elle est beaucoup moins grimée, mais même Nicole Kidman est un petit peu grimée, même si on la reconnaît un petit peu plus facilement.
Et donc ça suit les mésaventures des présentatrices justement de Fox News et du scandale qu'il y a eu en 2016 de harcèlement sexuel par le grand patron de Fox News. Donc c'est une histoire vraie. L'histoire est passionnante et les actrices sont formidables. Après, en tant que film, ça vaut ce que ça vaut, mais les actrices sont formidables. Elles sont toutes les trois et même toutes les autres. Et il n'y a pas qu'elles trois. C'est un film qui a un casting qui est assez incroyable avec plein de gens que vous avez vus un petit peu partout. Et elles sont assez incroyables. Ouais. Oui. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Drunk ou Druk. Drunk, je vais. Parce que une fois sur deux, je dis une bêtise. Drunk et. Ouais. C'est un film danois. Vous voyez que j'ai bien fait parce que j'allais dire suédois, c'est un film danois. Qui. Alors, part du postulat. Qu'il nous manquerait à tous 5% d'alcool dans le sang pour être au mieux de nos capacités sociales optimales. Et donc ils vont, c'est vraiment un film de fête, un film d'alcool. Bon, il y a aussi plein de mauvais côtés de l'alcoolisme. C'est réalisé par Thomas Vinterberg, que je connais mal, mais que je sais que je dois rattraper aussi. Et alors il y a Mads Mikkelsen dedans, et qu'est-ce qu'on aime Mads Mikkelsen. Et alors c'est assez incroyable parce que Mads Mikkelsen il a deux carrières. Il a sa carrière internationale et sa carrière surtout américaine, où on lui fait toujours jouer les grands méchants, le grand méchant dans James Bond, où on lui fait jouer Hannibal. Enfin, il a toujours ce genre d'aura de mec un petit peu strange. Enfin, il va jouer dans le prochain Animaux Fantastiques où il va reprendre le rôle de Johnny Depp. Donc il a vraiment cette signature-là dans le cinéma américain et pas du tout dans le cinéma danois. Et ça, c'est super rigolo parce que là, il joue un mec qui est totalement normal et qui est limite chiant en fait. Le postulat de départ, c'est que lui, il est pénible et que sa famille a de plus en plus de mal à le supporter, qu'il est prof, ses profs ne peuvent pas le blairer parce qu'il est chiant. Et donc, il joue un monsieur de tout le monde lambda. Et quand tu ne connais que sa carrière américaine, tu te dis, mais qui y croit? Mads Mikkelsen qui pue le charisme, qui y croit, et en fait, ça marche super bien. Et c'est souvent dans le cinéma danois où il a ce genre de rôle, et c'est intéressant. Je trouve que il fait très bien de continuer quand même à tourner chez lui dans sa langue, parce que le cinéma américain le fait un petit peu tourner en rond, j'ai l'impression, de plus en plus. Il a maintenant cette espèce de signature de mec un petit peu étrange, à la gueule cassée, et donc on lui fait plus jouer que ça. Et ici, Drunk lui donne quelque chose qui est plus intéressant à jouer. Edmond, je vais passer très rapidement. Donc, film d'Alexis Michalik, adapté de la pièce d'Alexis Michalik, qui raconte de façon très romancée, à mon sens, l'écriture de Cyrano de Bergerac. Donc pour n'importe quel comédien, c'est quelque chose qui est assez incroyable à voir, mais je pense que c'est intéressant à voir pour tout le monde. À mon sens, c'est un Shakespeare in Love réussi. C'est ce qu'aurait dû être Shakespeare in Love. Celui-là est vraiment réussi. C'est un film français qui a un petit peu d'ambition de réalisation derrière. C'est aussi très intéressant à voir. Mais évidemment, la pièce est mieux. Et je vous dis ça en ne l'ayant pas vu. Donc je fais confiance à ceux qui me l'ont dit. J'ai lu la pièce. Je n'ai pas eu la chance de la voir. Mais de toute façon, quand un film est adapté d'une pièce de théâtre, vous pouvez... J'ai très peu non, là de tête j'ai pas d'exemple qui me disent le film est mieux qu'une pièce, que l'adaptation film est mieux que la pièce. J'ai pas d'exemple. Mais si vous avez un exemple de film mieux que la pièce, eh bien je vous lis. Mais moi je n'ai pas. Et donc ici ça se vérifie.
Mais le film est quand même très très bien. Le film est très très bien. I Care a Lot, dernier film Shakespeare. Shakespeare, je pensais à Shakespeare. Dernier film Netflix avec Rosamund Pike et on aime Rosamund Pike. Alors, peut-être que j'ai vu le film en m'attendant à autre chose et donc j'étais un petit peu déçu. J'aime beaucoup les films, c'est quelque chose qui m'intéresse assez bien, les films d'arnaque. En fait, bêtement, la série Better Call Saul, je prends un exemple comme ça, la série Better Call Saul qui ne parle que de petites combines ou de choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Et je m'attendais à voir ça, en fait. Je m'attendais vraiment à voir ça et c'est pas ça. En fait, si, c'est ça la première partie et c'est la première partie qui m'intéresse le plus. Après, il y a toute une histoire de mafia qui arrive, de truands et tout ça et moi, ça m'intéresse moins. Pour moi, ça devient un petit peu un thriller soft, un petit peu lambda. On revient dans du contenu Netflix un petit peu aseptisé. Ce qui est dommage, parce que la première partie qu'il y a vraiment, après Rosamund Pike, elle est géniale. Il y a Peter Dinklage qui en fait des tonnes. Donc, Dinklage qui en fait des tonnes, c'est juste très très bien aussi. Mais voilà, c'est juste. Bah, en tout cas, moi je trouve dommage que la première partie est super prometteuse avec la deuxième partie. La fin est chouette. Kiki la petite sorcière. Alors, oui, de nouveau, je parle de mon inculture. J'ai vu très très peu de Ghibli et c'est quelque chose jusqu'il y a peu qui m'intéressait justement très très peu. J'ai été bercé par les Disney, par Pixar, et donc du coup, ouais, ça m'a toujours un petit peu moins tenté. L'animation japonaise, mais pas que les Ghibli, hein, l'animation japonaise en règle générale, même déjà à la télé, hein, j'ai jamais été un grand fan de manga, tout ça, tous les animés japonais, ça m'a jamais vraiment intéressé. Et donc, j'en ai vu 3. J'ai vu Pogno sur la falaise, dont j'ai quasiment pas de souvenir, donc je sais plus très bien de quoi ça parle. J'ai vu Mon voisin Totoro, il y a pas très longtemps, et que je trouvais être un petit peu très naïf, très contemplatif. C'était pas non plus mon gros Pogno, on se rappelle juste de la chanson exactement. Pogno, 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 Sakana noko, Aoi yo Mikara. Alors je fais du japonais littéral, comme vous voyez. Mais ouais, Mon voisin Totoro, je trouvais ça vraiment très très jeune public et donc du coup, je sais pas, ça m'a moins intéressé. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Bah, je me suis dit, bon, c'est mignon. Et puis donc, j'avais un peu d'appréhension avec Kiki la petite sorcière parce que je me suis dit quand même, ça en fait 2 que je vois, 2 qui ne me conviennent pas. Ah, merci. Hein. Quel chanteur, on me dit. Ben ouais. Et donc, Kiki la petite sorcière, en fait, c'est drôlement bien. Ça m'a très certainement plus parlé parce que, un petit peu à la Pixar, il y a différents degrés de lecture. Et donc il y a une lecture qui est peut-être plus. Un degré, pardon, qui est plus adulte. Ça parle quand même de la dépression d'une petite fille au final, hein. Mais à côté de ça, il y a tout un côté très enfantin. Ce qui fait que les gamins aimeront autant que les adultes, ce que je trouvais un petit peu moins bien fait sur Pogno. Pas sur Pogno, sur Totoro. Et sur Pogno, j'ai pas de souvenir, donc si ça se trouve, c'est très bien aussi, mais j'ai pas de souvenir. Donc du coup, on a mis dans la liste tous les Ghibli que je verrai du coup tout au long de l'année. Et ouais. Kong. Alors Kong, c'est pas bien. Pardon. En parlant de dépression, il y a le tombeau des Lucioles. Ouais, bah le tombeau des Lucioles. Pourquoi est-ce que je perds tout le temps ma mise au point aujourd'hui? C'est affreux. Le tombeau des Lucioles, il faut que bah, il est dans ma liste aussi. Chihiro, il faut que je le voie aussi. Mais voilà. Donc je vous en parlerai quand je les verrai. Mais maintenant, parlons de quelque chose. Et Your Name, il paraît que c'est très très bien aussi. Ah, il paraît. J'ai pas vu. Donc, en parlant de choses très bien, parlons de choses moins bien. Kong.
En fait, ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de films qui sont refaits en moins bien de ce qui a déjà été fait avant, juste pour introduire un espèce d'univers partagé avec Godzilla. Qui a envie de voir? J'ai vu la bande-annonce de Godzilla et de King Kong, mais qui a envie de voir Godzilla et King Kong se taper sur la gueule comme ça? En fait, ce qui me dérange le plus avec ce genre de film, euh, c'est que, et alors que, enfin, je vais faire un comparatif avec le King Kong de Peter Jackson, c'est quand même deux films qui sont faits en grosse partie en images de synthèse. Et il y en a un où ça a été bien fait et l'autre où ça a été fait à la va-vite et où ça ressemble à rien. Et ce qui fait que du coup, il n'y a pas de gravité dans les images de synthèse, tu n'y crois à aucune seconde. Il y a tout un moment où ils balancent des troncs d'arbres sur les hélicoptères, c'est censé être super spectaculaire, mais tu sens que il n'y a aucun réel danger, que tout est un petit peu en tuck. Là, je joue un petit peu au vieux con avec les... Mais je suis pas du tout contre les effets visuels, parce que je parle justement de King Kong et je trouve que le 3, 4 du King Kong de Peter Jackson, et je trouve que le King Kong de Peter Jackson est beaucoup mieux géré par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est sur les histoires des effets spéciaux, je vais y revenir, parce que le problème, c'est que t'as l'impression que ici, les effets spéciaux sont beaucoup plus datés justement que sur celui de Peter Jackson. Et c'est un problème parce qu'en fait, tout est maintenant industrialisé à l'excès sur la création des effets spéciaux, que tout est très fait rapidement pour moins cher, et donc tout est bâclé et ça ressemble vraiment plus à rien. T'entends sa voix de cinéma, elle t'emmerde. Elle t'emmerde ma voix de cinéma. Donc non, voilà, les deux Godzilla, les deux autres Godzilla. Alors j'avais vu le Godzilla de 2014, qui pareil, puis un peu les effets spéciaux à excès, mais la chance d'avoir Gareth Edwards derrière, qui a pris le parti pris un petit peu... Je déteste dire ça, mais je vais le dire. Un petit peu à la Spielberg avec les dents de la mer, donc à montrer le moins possible la bête. Et je trouve que c'est intéressant. Après, tout le monde a dit moi j'aime Godzilla, alors c'est de la merde. Moi j'aime vraiment beaucoup le Godzilla de 2014, justement parce que c'est centré sur l'humain et parce qu'on voit très peu Godzilla. Voilà. Par exemple, Godzilla 2, le roi des monstres, j'ai détesté autant que Kong, parce que à part d'être des cinématiques de jeux vidéo qui se tapent sur la gueule, ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc du coup, Godzilla versus Kong, j'ai absolument pas envie de voir ça. Voilà. Ah ben justement, j'y venais. La souris, parce que je parlais des effets spéciaux. La souris qui date de 1997. Alors moi c'est un film qui m'a un petit peu bercé, et je me souviens que La souris, je l'ai vu au cinéma. Et La souris, c'est un film qui est réalisé par Gore Verbinski, qui est pas n'importe qui, parce que Gore Verbinski, l'air de rien, en termes de divertissement, c'est celui qui a fait le premier remake américain du Cercle, c'est celui qui a fait la trilogie Pirates des Caraïbes, les 3 seuls films Pirates des Caraïbes qui existent vraiment, et surtout Rango, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'animation. Sydney, quand tu es né, j'allais déjà au cinéma. Et en fait, La souris, c'est le premier film de Gore Verbinski. Donc le mec, avant ça, il avait fait un court-métrage. Et on engage ce mec qui, aux apparences, c'est un petit film qui est sorti 5 ans après Jurassic Park. Et tu le regardes en 2020, moi j'en avais d'assez bons souvenirs. Et je me disais, putain, est-ce que les souvenirs que je me suis inventés, je vais pas être déçu en les revoyant, tu vois, de te dire, ouais, c'est quand même un film qui a quasiment 25 ans, est-ce qu'il a pas vieilli à l'excès, est-ce que ça ressemble encore à quelque chose? Et il y a encore plein de moments où tu ne sais pas si c'est une vraie souris, si c'est un animatronique ou si c'est de l'image de synthèse. En fait, le film mélange constamment les trois, et il y a plein de scènes où j'étais avec Vanda, je dis, c'est obligé d'être de l'image de synthèse parce que dresser la souris pour qu'elle fasse ça, waouh,
Après, il y a plein de moments où c'est des vraies souris, enfin où c'est des vraies souris dressées, hein. Et plein de moments où c'est de l'animatronique aussi, ou de la marionnette. Donc c'est super intéressant. Il y a du stop motion aussi. Enfin, ça allie plein de trucs, donc un petit peu à l'ancienne. Et du coup, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Voilà. Quoi donc la souris, voyez-le. Parce que ça a très très bien vieilli. Et puis c'est con, mais c'est drôle. Et c'est avec Nathan Lane qu'on ne voit pas assez. On le voit. Ouais, d'ailleurs on ne le voit plus du tout. Je sais pas ce qu'il devient Nathan Lane. Welcome à Marwen, c'est vraiment pas mal. C'est de Robert Zemeckis, c'est clairement pas son meilleur, qui fait des autoréférences à lui-même qui sont un petit peu putassières dans le truc, notamment Retour vers le futur. De toute façon, il y a Steve Carell dedans, je suis pas objectif quand il y a Steve Carell. Mais sans être le meilleur Zemeckis, de toute façon Zemeckis il a plus fait grand chose de bien depuis 10-15 ans, depuis Beowulf. Et le Noël de Scrooge, mais le Noël de Scrooge, ça a vachement vieilli et c'est très très laid. On l'a vu justement dans notre calendrier de l'Avent, ça a mal vieilli. Donc welcome to Marwen. C'est pas inintéressant, c'est pas le meilleur Zemeckis, et loin de là, mais c'est pas inintéressant, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le sens de la vie, j'avais envie d'en parler, en fait on l'a revu, c'est un film que j'ai poncé. Si vous connaissez pas les Monty Python, allez voir tout ce que les Monty Python ont fait, tout, il n'y a rien acheté chez Monty Python. Par contre le sens de la vie pour moi c'est le meilleur, c'est très certainement le moins drôle, mais c'est le plus pertinent, c'est cruel, moi j'adore le sens de la vie, Sydney, tu es une grosse merde. T'aimes pas les Monty Python, c'est parce que t'es un gros bébé. T'es un gros bébé et que tu comprends rien à la vie. Voilà, c'est tout. C'est tout, en fait, tu comprends rien à l'humour. Voilà, t'es naze. Et tu mérites la mort. Mais c'est pas grave. Mais les Monty Python c'est très très bien, mais particulièrement le sens de la vie. Et puis évidemment tout ce qu'a fait. Alors ici le film est réalisé par Terry Jones, mais tout ce qui a fait Terry Gilliam, tout. Même ses moins bons sont fabuleux. Rien à dire, c'est bizarre. Et j'arrive pas à dire que c'est. Voilà. Oh putain, la montagne sacrée. J'avais envie de regarder, on m'a beaucoup parlé de Jodorowsky, j'avais envie de regarder Jodorowsky. J'ai regardé La Montagne Sacrée. J'ai vu La Montagne Sacrée. Je suis pas sûr d'avoir compris de quoi ça parle. C'est très psyché. C'est très bizarre. C'est un mec qui ressemble à Jésus, on l'assomme, on le met dans du plâtre pour faire des Jésus en plâtre, et puis il va rencontrer un alchimiste, il lui dit est-ce que tu veux devenir riche, et alors l'alchimiste va le présenter à plein de gens à poil, chacun représente une planète, et puis du coup tous ensemble ils doivent monter sur la montagne sacrée pour trouver de l'or. Les gens ils sont à poil constamment, l'ouverture c'est ah oui, il y a tout un moment une reconstitution de guerre avec des grenouilles. L'ouverture c'est le fameux alchimiste qui rase deux meufs. J'ai passé vraiment tout le film en disant putain c'est n'importe quoi, j'adore. Tu vois, c'est le genre de moment où tu te dis je comprends rien, mais c'est hypnotisant. Et peut-être que un jour on se fera une soirée où on regardera La Montagne Sacrée. Non, parce que c'est pas Twitch friendly, il y a des nénés tout le temps, donc on pourra pas regarder La Montagne Sacrée sur Twitch. C'est dommage. On peut regarder une version censurée qui va durer 20 secondes et ce sera que des grenouilles.
The New Mutant, c'était juste pour dire que c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, ne voyez pas ce film. Vous voyez l'affiche, et toutes les bandes annonces ont été vendues sur ce plan, l'affiche a été faite sur ce plan, et cette partie-là n'est pas dans le film. Et sinon, c'était le seul truc qui avait l'air intéressant, et c'est pas dans le film, c'est de la grosse merde, c'est inintéressant. Ils font tout le monde, et alors qu'il y a des bons acteurs dans ce film, mais tout le monde joue mal, ils les font jouer avec des accents, mais aberrant. Je crois que vraiment le directeur d'acteur, enfin le réalisateur leur a dit oh, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ce film a mis un temps dingue à sortir et il est encore sorti beaucoup trop vite. Avant ce film, c'est vraiment de la merde, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est réalisé comme un téléfilm, les effets spéciaux sont moches et à la fin, ça termine, tu fais tout ça pour ça. Donc non, franchement, vous voyez pas ça, c'est pas bien. La nuit des morts vivants. De nouveau, c'est un film que j'ai vu parce qu'il était disponible, donc je me dis allez, on y va. Et donc j'ai regardé La nuit des morts vivants. Faut savoir que, à part 2-3 exceptions, qui sont Shaun of the Dead, L'armée des morts de Zack Snyder et Je suis une légende. Les films de zombies, ça m'intéresse pas. Et ça m'ennuie. Par exemple, Walking Dead, ça m'a emmerdé, mais comme pas possible. J'ai regardé 2-3 saisons, ça m'a vraiment beaucoup emmerdé. Ça m'intéresse pas. Mais La nuit des morts vivants, c'est le premier film de Romero, le premier film de zombie de Romero. Et donc, du coup, tu te dis, allez, je vais quand même le regarder pour ma culture générale. Je l'ai regardé, ça m'a pas intéressé. Donc, à partir du moment où le film sur lequel c'est un petit peu fondé, tout le reste m'intéresse pas, bah, je me dis c'est logique que tout ce qui s'est fait après m'intéresse pas non plus. Voilà. C'est un bon travail sur moi-même ce que j'ai fait là, c'est très bien. Hop, Palm Springs. Si vous aussi vous dites que Brooklyn Nine-Nine c'est quand même de la grosse daube. Ben oui, Brooklyn Nine-Nine c'est quand même de la grosse daube. Et on en est tous conscients que c'est de la merde. Ben c'est comme ça. Et donc, vous vous dites... je me dis... super Pordicorn. Oui, donc... Ben oui, tu aimes Brooklyn Nine-Nine et tu n'aimes pas les Monty Python, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise à partir d'un moment? Non, Brooklyn Nine-Nine, c'est une série qui a été faite par un créateur de série qui a quand même pas mal de talent parce qu'il a beaucoup bossé sur The Office, il a créé Parks and Rec, il a créé quoi? Il a créé The Good Place. The Good Place qui est une série incroyable. Donc c'est un mec de talent qui à un moment avait faim quoi. Et donc il a créé Brooklyn Nine-Nine et Brooklyn Nine-Nine c'est caca. Donc si vous vous dites est-ce que Andy Samberg fait parfois des choses bien dans sa vie? Eh ben il a fait Palm Springs. Voilà. Palm Springs c'est un film. Alors c'est un truc un petit peu vu et revu, un peu à la Un jour sans fin, de cette boucle temporelle du P. Ça fait, en fait, il y a plein de films qui ont fait ça et qui font à chaque fois un petit peu la même chose. Je glisse un petit peu ici que Charlie est caché dans mon décor, si vous le voyez, il est pas très bien caché. Ouais, donc c'est vraiment un film de boucle temporelle, c'est une comédie avec Christine Milioti qu'on connaît comme étant la mère de How I Met Your Mother et qui en fait est tellement sous-exploitée dans How I Met Your Mother. C'est incroyable comme c'est une actrice formidable dans tout ce que, à chaque fois que je la vois dans un film, je retombe amoureux d'elle, mais elle est tellement sous-exploitée dans How I Met Your Mother, c'est d'un triste et Dieu sait que j'aime pourtant How I Met Your Mother, mais non, ça c'est pas possible. Donc Andy Samberg qui est vraiment pas déconnant, Christine Milioti qui est formidable comme toujours, J.K. Simon et le film pour un truc qui est poncif, donc cette espèce de boucle temporelle, arrive quand même vachement bien à se recycler, à faire des choses intéressantes avec le concept. Donc franchement, si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas. Panique à c'est quoi exactement le titre? C'est Matinee en anglais, et en français c'est Panique à Florida Beach, c'est ça. Et Panique à Florida Beach, c'est un des
j'ai envie de dire un des premiers, mais j'ai peur de dire une bêtise, de Joe Dante. Et si vous ne connaissez pas Joe Dante, c'est lui qui a fait les Gremlins. Et les Gremlins, c'est très bien. Et si vous connaissez pas, ou c'est un autre film qu'il a fait les Looney Tunes passe à l'action. Il y a un film avec Brendan Fraser et les Looney Tunes. Et c'est ce qui a été fait de mieux avec les Looney Tunes. Si vous ne connaissez que Space Jam, à côté des Looney Tunes passe à l'action, c'est un gros étron. Et pourtant, j'aime bien Space Jam, mais Space Jam à côté des Looney Tunes passe à l'action, c'est un gros étron. Les Looney Tunes passe à l'action, c'est trop bien. Bref, Joe Dante, c'est un mec qui est un petit peu bordélique dans sa tête, parce qu'il a fait Gremlins 2. Et en fait, Panic à Florida Beach, c'est un petit peu Gremlins 2 avant l'heure. C'est un film qui est survolté, ça part dans tous les sens, et c'est un petit peu vain. Tu vois, à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il racontait dans ce film? Il racontait rien, mais c'est un film qui a une ode d'amour à un cinéma d'exploitation d'une certaine époque, avec John Goodman qui est juste fantastique, mais sans être le rôle principal. Et ça c'est dans l'excès constamment. Et donc c'est bien. Et donc c'est très très bien. Et moi qui aime beaucoup Joe Dante, j'ai encore du mal à me dire que j'étais passé à côté aussi longtemps. Donc c'est un film que je reverrai avec beaucoup de plaisir dans peu de temps. Petite fille, je l'ai mis parce que j'ai adoré Petite fille, mais en fait je ne sais vraiment pas quoi en dire parce que c'est un documentaire qui est encore sur Arte, si ça vous intéresse. C'est beau, c'est triste, mais c'est beau. Donc ça parle de Sacha qui est né petit garçon et qui sait depuis toute petite qu'il veut être une petite fille. Et donc c'est vraiment le combat de la petite Sacha et du reste de sa famille, c'est surtout axé sur sa maman. Mais bref, donc c'est vraiment très très chouette à voir. C'est vraiment très très chouette à voir. Ça dure je sais pas combien de temps. Et c'est touchant, c'est vraiment touchant, que ce soit elle, sa mère, les frères et sœurs, parce que c'est une famille qui est quand même assez nombreuse, de voir comment... Et de voir aussi à quel point des gens à qui ça ne change rien dans la vie. Et je parle de la prof de danse qui par exemple est infâme, de la direction de l'école, de tous ces gens qui en fait ça ne change absolument rien dans leur vie, mais ont quand même du mal à accepter ce qui peut se passer. Franchement, si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement. The Square. Alors, The Square, j'imagine que c'est celui-là, alors du coup, qui est suédois. Je me demande s'il n'est pas et suédois et danois. Suédo-danois, c'est ça. Qui a plutôt bien marché à sélectionné au Festival de Cannes. Oui, il a eu la Palme d'Or à Cannes, donc oui, il a plus que bien marché à Cannes. Et donc, oulala, il est déjà 20. Oulala. Bref, The Square, c'est un petit peu un film arty comme ça, où ça parle d'art, et donc du coup ça fait de l'art dans l'art. Non, moi ça m'a vraiment bien plu, mais c'est quand même un peu de la branlette, hein, parce que donc ça parle de toute une œuvre qui est un carré parfait, et quand les gens vont dans le carré, ça veut dire qu'ils ont besoin de ça, mais en même temps après, évidemment, quand tu sors de là, tout le monde est filmé constamment dans des carrés, donc enfin voilà. Donc c'est très très chouette. La scène justement qui est sur l'affiche est très malaisante, mais très très chouette. Donc ouais, si c'est votre délire, je vous conseille assez bien. Ah, Tartuffe de Murnau, film de 1930, voilà. Parfois il faut voir des vieux trucs. Alors adaptation très très libre du Tartuffe de Molière. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est déjà un film qui dès 1930 fait de la mise en abîme. Où en gros, donc il y a une première histoire qui est un vieux qui est manipulé par sa bonne, et son fils essaye de lui faire comprendre que sa bonne est une hypocrite et qu'elle ne s'occupe de lui que pour l'argent, et qu'en même temps en plus elle essaye de l'empoisonner. Donc il arrive chez son oncle, je crois que c'est son neveu ou son fils, je sais plus. Bref, un truc comme ça. Et il arrive.
Et avec un projecteur et une toile blanche, et il lui projette un film qui est le Tartuffe de Molière, évidemment, pas la pièce complète, bref résumé en muet vu que c'est 1930. Et en fait, je trouve que c'est déjà intéressant de cette mise en abîme assez tôt dans l'histoire du cinéma et comment elle est réfléchie, parce que quand on est, on va dire, dans le film et dans le film, la lumière est pas réfléchie pareil, les décors, les costumes, tout, même la réalisation, tout est réfléchi de façon un petit peu différente. Donc c'est déjà intéressant de comment est-ce qu'on réfléchit déjà le média cinéma et comment est-ce qu'on essaye déjà de le tordre déjà en 1930. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Après, c'est un film de 1930. The Voices, Marjane Satrapi, on aime. Ryan Reynolds, exactement entre le moment où il jouait des films tout pourris de beaux gosses et le moment où il est devenu un petit peu une caricature cool, geek, méta. Sur cette très courte période, il a fait 2-3 bons films, dont The Voices de Marjane Satrapi, qui parle d'un mec qui n'est pas tout seul dans sa tête et qui discute avec son chien et son chat. Il y a Gemma Arterton qui est incroyablement belle. Il y a Anna Kendrick qui est formidable, on aime Anna Kendrick. Et puis Ryan Reynolds qui est très 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 bon dans ce film. Donc ouais, et puis Marjane Satrapi, il y a un travail de couleur, c'est formidable. Si t'adores Anna Kendrick, franchement, je te conseille The Voices. Je te conseille vraiment The Voices. Et puis Marjane Satrapi, apparemment, j'ai pas encore vu Radioactive, mais il paraît que c'est son moins bon. Mais sinon, vous voyez tout ce qu'a fait Marjane Satrapi. Voilà. Ah, on arrive au dernier, qui est Max et les Maximonstres. Max et les Maximonstres, très rapidement, c'est une adaptation d'un livre pour enfants. C'est très joli, c'est très mignon. Et je me dis vraiment que si j'étais un gros bobo à télo, c'est le genre de film que je montrerais à mes gosses. Mais que, en étant enfant, j'aurais très certainement détesté ce film. Donc je suis un petit peu... mais en tant qu'adulte, j'ai beaucoup apprécié, tout en sachant que je n'étais pas la cible, quoi, que ce film n'avait pas été fait pour moi. Et je me dis qu'en tant qu'enfant, j'aurais vraiment pas aimé. Donc je sais pas. Je sais pas, en tout cas, c'est très bien foutu. Là aussi, t'as des effets spéciaux qui sont assez intéressants parce que y a de la marionnette couplée à de l'image de synthèse. Et du coup, il y a du palpable, il y a du tangible, il y a des trucs qui sont très intéressants. Non, ça reste très intéressant. L'histoire est intéressante de comment c'est raconté, et puis de très très belles images. Une photographie qui est très très Sundance pour le coup, mais il en faut pour tout le monde. Hein. Si Sundance existe toujours, c'est qu'il y a des gens qui aiment le festival de Sundance et les films qui y sont présentés. Donc, qui sommes-nous pour juger, hein? Qui sommes-nous pour juger? Personne. Voilà. Bon. Et voilà, tout ça m'a donné soif parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai parlé pendant 40 minutes. Mais je vous ai parlé de tous les films dont j'avais envie de vous parler. Je sais pas si c'était intéressant. Vous pouvez me dire non. Je le referai plus jamais. Peut-être que je le referai de temps en temps quand j'aurai 20 films comme ça à parler.